Quand il a vu les images de surveillance, son monde s'est effondré en une seconde. Sa femme, 2 hommes, une seule nuit qui allait détruire 4 familles. Ce qu'il a découvert dans cette chambre d'hôtel n'était pas une erreur d'ivresse, mais des mois de trahison calculée. Et ce qui a suivi, une vengeance méthodique qui a ruiné des carrières, brisé des mariages et exposé la vérité devant tout le monde. Mais était-ce de la justice ou simplement de la cruauté? Vous allez découvrir une histoire vraie où la douleur se transforme en détermination froide. Bienvenue sur Histoire d'infidélité, la chaîne où nous explorons les limites de la trahison et du pardon. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait chez vous. Cette histoire va vous faire réfléchir sur ce que vous auriez fait à sa place. Lorsque j'ai refermé la porte derrière Brigitte ce soir de décembre, tout s'est noué à l'intérieur de moi. Elle se tenait sur le seuil, dans sa nouvelle robe noire, achetée spécialement pour cette soirée d'entreprise, et retouchait son maquillage devant le miroir de l'entrée. Le parfum qu'elle portait était trop fort, trop insistant. Je restais silencieux, observant son agitation, et ce silence pesait plus lourd que n'importe quel mot. Nous avions vécu ensemble 10 ans. 10 années pendant lesquelles j'étais passé de jeune mécanicien à chef d'équipe à l'usine. Et elle, d'étudiante timide en cours du soir à comptable assuré dans une société commerciale. Notre fils Axel était né. Il venait d'avoir 8 ans. Le gamin était mon portrait craché, aussi têtu que moi, avec les mêmes épis rebelles sur le sommet du crâne. En ce moment, il séjournait chez mes parents à la campagne, et j'étais soulagé qu'il ne soit pas à la maison. Je ne voulais pas qu'il voie cette étrange tension entre nous. Brigitte s'est retournée vers moi, et j'ai croisé son regard. Il y avait quelque chose de nouveau dedans, quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre. Elle m'a demandé si je lui en voulais de partir à cette soirée. J'ai répondu que non, même si tout bouillonnait en moi. Elle travaillait dans cette entreprise depuis 3 ans, et à chaque fois, avant les soirées d'entreprise, elle devenait survoltée, nerveuse. Avant, j'attribuais ça à la fatigue professionnelle, mais maintenant, je commençais à remarquer les détails. Par exemple, la façon dont elle s'attardait au bureau depuis 2 mois, ou à quelle fréquence elle consultait son téléphone en cachant l'écran, ou encore ce nouveau parfum, cette robe, ces escarpins qu'elle ne portait jamais à la maison. J'avais essayé d'en parler avec elle il y a 2 semaines, mais elle avait balayé mes inquiétudes en disant qu'elle voulait simplement avoir l'air présentable devant ses collègues. Les collègues. Je ne savais pas grand-chose d'eux. Eric, le chef de service, un type d'une 40aine d'années, divorcé, avec des manières de dandy parisien. Yanis, plus jeune, environ 30 ans, marié, mais selon Brigitte, constamment en train de draguer tout le monde. Quelques femmes dans le service aussi, mais je ne me souvenais plus de leurs noms. Brigitte racontait parfois des anecdotes du bureau, et je l'écoutais distraitement, préoccupé par mes pensées sur l'usine, sur le salaire, sur comment économiser pour une nouvelle voiture. Un taxi a klaxonné sous les fenêtres. Brigitte a attrapé son sac, m'a embrassé sur la joue et s'est précipitée dehors. Je l'ai suivi du regard jusqu'à l'ascenseur, puis je suis rentré dans l'appartement. Le vide s'est abattu sur moi avec une force nouvelle. J'ai fait le tour des pièces. Notre chambre, celle d'Axel avec ses jouets éparpillés, la cuisine où refroidissait sur la table un thé à moitié bu. Tout était à sa place, mais quelque chose avait changé. Ou bien était-ce moi qui avais changé, commençant à voir ce que je ne remarquais pas auparavant. La soirée s'étirait péniblement. J'ai essayé de regarder les informations, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Puis j'ai mis un film d'action, mais les personnages à l'écran me semblaient être des marionnettes en carton. Mes pensées revenaient sans cesse à Brigitte. J'imaginais comment elle était assise en ce moment à une table de restaurant, riant aux plaisanteries de quelqu'un, buvant du champagne. Eric était sûrement à ses côtés avec son sourire narquois et sa montre de luxe. Yanis aussi devait faire son numéro d'amuseur public. Vers 22h, je l'ai appelée. Brigitte n'a pas répondu tout de suite, et quand elle a décroché, j'ai entendu de la musique forte et des voix. Elle criait dans le téléphone que tout allait bien, qu'ils étaient encore à table, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Je lui ai demandé quand elle rentrerait. Brigitte a hésité, puis a dit que ce serait peut-être tard, que certains collègues iraient au karaoké après le restaurant. J'ai senti quelque chose se rompre en moi, mais je me suis retenu. Je lui ai dit de m'appeler en cas de besoin. Elle a promis et a raccroché. Je suis resté assis sur le canapé, les yeux fixés sur mon téléphone. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insupportable.
À 23h, j'ai essayé de rappeler. Pas de réponse. À minuit, pareil. J'ai commencé à m'inquiéter sérieusement. J'imaginais différents scénarios. Accident, bagarre, incendie dans le restaurant. Des pensées stupides, mais elles m'assaillaient les unes après les autres. À 1h30 du matin, le téléphone a enfin sonné. Le nom de Brigitte s'est affiché. J'ai décroché aussitôt. Un bruit confus m'a frappé les oreilles. Musique, rire, des voix indistinctes. Brigitte disait quelque chose, mais les mots étaient flous. Elle avait manifestement bu. J'ai essayé de comprendre au moins quelques bribes. Elle répétait que tout allait bien, qu'ils étaient au karaoké, qu'elle rentrerait bientôt. Puis une voix d'homme a retenti en arrière-plan, criant quelque chose, et la communication a été coupée. J'ai rappelé. Le téléphone était éteint. J'ai rappelé encore, même chose. Et encore, et encore. Le répondeur répétait invariablement la même phrase. Correspondant injoignable. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé et j'ai fait les 100 pas dans la pièce. Mes mains tremblaient. Une étrange chaleur montait dans ma poitrine. Mélange de peur et de colère. Quelque chose n'allait pas. Chaque cellule de mon corps le hurlait. Brigitte n'éteignait jamais son téléphone. Même quand nous nous disputions, même quand nous ne nous parlions pas pendant plusieurs jours, son téléphone restait toujours allumé. C'était une règle tacite, rester joignable, surtout quand Axel était petit et pouvait avoir besoin de nous. J'ai essayé de me calmer. Je me suis assis sur le canapé. J'ai allumé une cigarette, même si j'avais promis à Brigitte d'arrêter. La fumée me brûlait les poumons, mais au moins, elle me distrayait un peu de mes pensées. Peut-être que sa batterie était simplement déchargée. Peut-être qu'elle avait oublié son chargeur. Peut-être que la connexion était mauvaise au karaoké. Je m'accrochais à ses explications comme un naufragé à une planche. Mais ma voix intérieure ne se taisait pas. Elle murmurait des choses inquiétantes, me renvoyait des bribes de souvenirs. Comment Brigitte, ces dernières semaines, se détournait souvent de moi au lit en invoquant la fatigue. Comment elle avait cessé de s'intéresser à mes affaires à l'usine. Comment une certaine distance était apparue dans son regard, comme si elle voyait à travers moi. Je me suis levé et je suis sorti sur le balcon. L'air glacé m'a frappé le visage, me ramenant à la réalité. En bas, la cour de notre immeuble de 5 étages était déserte. La neige crissait sous quelques pas rares. La ville dormait. Et moi, je restais là, debout, regardant dans l'obscurité, essayant de comprendre ce qui arrivait à ma vie. L'horloge affichait 2h du matin, puis 3h, puis 4h. Je ne me suis pas couché. Je suis resté assis dans la cuisine, buvant du thé, fumant cigarette sur cigarette. J'ai essayé d'appeler Brigitte, encore et encore. Le téléphone restait muet. J'ai pensé aller à ce restaurant, mais je ne connaissais pas l'adresse exacte. Brigitte avait seulement mentionné le nom. Quelque chose comme l'Épi doré, un complexe en périphérie sur la route nationale. Au petit matin, j'étais épuisé. Mes yeux se fermaient, mais je ne pouvais pas dormir. À 7h du matin, je me suis finalement effondré dans un sommeil lourd, directement sur le canapé. Mais je n'ai dormi qu'1 heure, tout au plus. Je me suis réveillé au son de mon propre téléphone. J'ai décroché. Numéro inconnu. À l'autre bout, le silence. Puis de brèves tonalités. On avait raccroché. Je sentais quelque chose de sombre et de froid grandir en moi. Ce qui avait commencé comme une vague inquiétude se transformait en certitude. Il était arrivé quelque chose à Brigitte, ou bien c'était elle qui avait fait quelque chose. Le matin du 1er janvier m'a accueilli avec une lumière grise et un appartement vide. J'avais la tête qui explosait après cette nuit blanche, la bouche sèche. J'étais assis dans la cuisine, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone, composant méthodiquement le numéro de Brigitte. Encore et encore, le répondeur, correspondant injoignable. Ces mots s'enfonçaient dans mon cerveau comme des clous. Vers 9h du matin, j'ai décidé d'appeler Lydie, l'amie de Brigitte. Elles étaient amies depuis l'époque universitaire, et ma femme se confiait souvent à elle. Lydie n'a pas décroché tout de suite. Sa voix était ensommeillée et mécontente. Je me suis excusé pour cet appel matinal et lui ai demandé si elle savait où se trouvait Brigitte. Lydie est restée silencieuse quelques secondes, puis a répondu que ma femme était chez elle, qu'elles avaient convenu hier que Brigitte dormirait là après la soirée d'entreprise pour ne pas me réveiller en pleine nuit. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. La voix de Lydie sonnait faux, trop tendue. Elle mentait.
Je le savais avec la même certitude que je connaissais mon propre nom. J'ai demandé si je pouvais parler à Brigitte. Lydie a hésité, puis a dit qu'elle dormait, qu'elle ne voulait pas la réveiller, que Brigitte me rappellerait elle-même. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Mensonge. C'était un mensonge évident et grossier. Lydie couvrait Brigitte, ce qui signifiait que ma femme le lui avait demandé. Donc Brigitte ne voulait pas que je sache où elle se trouvait réellement. Je me suis habillé, j'ai enfilé ma veste et je suis sorti. Le froid m'a frappé au visage, mais je ne le sentais presque pas. Les pensées bourdonnaient comme des guêpes dans une ruche dérangée. Il fallait faire quelque chose, pas seulement rester assis à attendre. Je suis monté dans ma vieille Peugeot et j'ai pris la route vers chez mes parents. Au moins voir mon fils, m'assurer qu'il allait bien. Mes parents vivaient à la campagne, dans le village où j'avais grandi. Le trajet a duré 40 minutes. Je conduisais machinalement, sans remarquer les paysages derrière la vitre. Dans ma tête tournaient en boucle des bribes de souvenirs. Comment Brigitte, il y a 3 semaines, était restée au bureau jusqu'à 23 heures, expliquant ça par un rapport urgent. Comment, il y a 1 semaine, j'avais pris son téléphone par erreur en le confondant avec le mien, et elle me l'avait arraché des mains avec une hâte presque panique. Comment, avant-hier, j'avais remarqué un petit bleu sur son cou, et elle avait éludé en disant qu'elle s'était cognée contre une armoire. Je ne voulais pas croire ce qui commençait à former un tableau cohérent. Je ne voulais pas admettre l'évidence, mais les faits s'assemblaient en une chaîne, et chaque maillon me martelait le cerveau. Mes parents m'ont accueilli avec surprise. Ma mère a aussitôt demandé « Où est Brigitte ? Pourquoi es-tu seule ?» J'ai marmonné quelque chose de vague sur son retard chez son ami après la soirée d'entreprise. Mon père m'a regardé d'un air sombre, sans rien dire, mais j'ai vu qu'il avait tout compris. Le vieux était un homme d'expérience qui en avait vu d'autres. Ce genre de choses ne se cache pas. Axel a surgi de la pièce et s'est pendu à mon cou. J'ai serré mon fils dans mes bras, respiré l'odeur de ses cheveux, et pendant un instant, j'ai ressenti un soulagement. Au moins, quelque chose dans ce monde restait simple et honnête. Le petit garçon babillait sur la façon dont grand-père et lui étaient allés à la rivière hier. Comment ils avaient vu des traces de lièvre. Comment grand-mère avait fait une tarte aux choux. Je l'écoutais en hochant la tête, essayant de sourire, même si tout brûlait à l'intérieur. Ma mère m'a servi le petit déjeuner, mais je ne pouvais rien avaler. J'étais assis à table, tripotant des œufs au plat avec ma fourchette, et je pensais à ce que je dirais à mon fils si tout s'avérait tel que je commençais à le soupçonner. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que sa mère nous avait trahis, que la famille s'effondrait? Mon père m'a appelé dans la remise sous prétexte de l'aider avec le bois. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, il a demandé directement « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je n'ai pas menti. Je lui ai raconté la soirée d'entreprise, le téléphone éteint, l'appel à Lydie. Mon père a écouté en silence, puis a poussé un lourd soupir. Il a dit que ce genre de choses devait être vérifié jusqu'au bout, mais qu'il fallait se préparer au pire. Il m'a aussi conseillé de ne pas agir impulsivement, de ne pas faire de scène avant de connaître la vérité. Et il a ajouté que je pouvais toujours amener Axel ici si nécessaire. Je suis rentré en ville vers midi. Le téléphone de Brigitte était toujours éteint. Je suis passé à la maison, je me suis changé et j'ai décidé d'essayer de retrouver ce restaurant. Je me suis souvenu que Brigitte avait montré une photo de l'invitation à la soirée d'entreprise dans l'album de son téléphone. Je suis entré dans notre chambre et j'ai commencé à chercher ses notes, carnets, n'importe quel indice. Sur la table de nuit était posé son vieil agenda. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à le feuilleter. La plupart des notes étaient professionnelles. Réunions, rapports, noms de clients. Mais sur l'une des pages, je suis tombé sur quelque chose d'étrange. Une série de dates notées au crayon, sans explication. Les dates s'échelonnaient à intervalles d'1 à 2 semaines. La dernière datait d'avant-hier. À côté de certaines figuraient les initiales E et Y. Eric et Yanis. Je me suis assis sur le lit, l'agenda entre les mains. Mon cœur battait quelque part dans ma gorge. Est-ce que cela signifiait ce à quoi je pensais? Des rendez-vous? Des rencontres? J'ai continué mes recherches. Dans l'armoire, sous une pile de son linge, j'ai trouvé une boîte à chaussures. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des tickets de caisse, des billets de cinéma, l'emballage d'un parfum de luxe. Un parfum que je ne lui avais jamais offert. Sur les reçus figuraient des noms de cafés, de restaurants, certains dans une ville voisine.
Les dates correspondaient à celles de l'agenda. Tout en moi s'est glacé. Ce n'était plus seulement un soupçon, c'était des preuves. Brigitte me trompait. Peut-être pas qu'une fois, peut-être depuis longtemps. J'étais assis par terre dans la chambre, entouré des débris de mon ancienne vie, et je ne savais pas quoi faire. La colère bouillonnait dans ma poitrine. Mais il y avait aussi autre chose. La douleur, l'humiliation, une étrange sensation d'impuissance. 10 ans ensemble, un fils, une vie commune, des habitudes, des projets. Tout s'effondrait d'un coup. Vers 18h, mon téléphone a sonné. Brigitte. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai finalement décroché. Sa voix était fatiguée, presque irritée. Elle a demandé pourquoi je l'avais appelée 100 fois. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai senti la fureur exposée en moi, mais je me suis retenu. J'ai demandé calmement où elle se trouvait. Brigitte a répondu qu'elle était chez Lydie, qu'après la soirée d'entreprise, elles avaient décidé de passer du temps ensemble, qu'il était tard et qu'elle ne voulait pas me réveiller. Elle disait cela d'une voix égale, sans hésitation, et j'ai compris qu'elle avait répété cette histoire. J'ai demandé pourquoi son téléphone était éteint. Elle a hésité une seconde, puis a dit qu'elle avait oublié son chargeur, que la batterie s'était déchargée au restaurant. Mensonge. Chacun de ces mots était un mensonge. J'ai senti mes mâchoires se crisper sous la tension. J'ai demandé quand elle rentrerait. Brigitte a répondu que ce serait bientôt, dans 1 heure ou 1h30. J'ai dit que j'attendrais. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai fait les 100 pas dans l'appartement. Il me fallait un plan. Hurler sur elle, faire une scène, ne servirait à rien. Elle nierait, manipulerait, jouerait sur la pitié. J'avais besoin de faits, de preuves irréfutables. Je me suis souvenu du restaurant. Je n'avais pas trouvé le nom exact, mais sur Internet, j'avais déniché des informations sur les complexes en périphérie sur la route vers le chef-lieu du département. L'un d'eux s'appelait l'Épi Doré, un restaurant avec des chambres d'hôtel. J'ai téléphoné là-bas. La réceptionniste a confirmé qu'une soirée d'entreprise pour une société commerciale avait effectivement eu lieu chez eux hier soir. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Donc, elle y était. Et après ? Était-elle vraiment partie chez Lydie ou était-elle restée à l'hôtel? Avec qui? Je comprenais que je pouvais devenir fou avec toutes ces suppositions. Il fallait agir. J'ai décidé que demain j'irai à ce restaurant, que je parlerai aux bonnes personnes, que je découvrirai la vérité par tous les moyens. Brigitte est rentrée vers 20h. Elle est entrée dans l'appartement avec un sourire coupable, m'a embrassé sur la joue et s'est dirigée directement vers la salle de bain. Je suis resté dans le couloir à la regarder partir. Elle portait les mêmes vêtements qu'hier, mais la robe semblait froissée, les cheveux en désordre. Sur son cou, j'ai remarqué un autre bleu, frais, violacé. Elle l'a rapidement recouvert avec le col de son gilet, mais j'avais eu le temps de le voir. Quand elle est sortie de la salle de bain, je lui ai demandé comment s'était passée la soirée. Brigitte a haussé les épaules, a dit que c'était bien, un peu ennuyeux, les mêmes visages, les mêmes conversations. J'ai demandé des nouvelles d'Éric et de Yanis. Elle a tressailli, presque imperceptiblement, puis a répondu qu'ils étaient là aussi, qu'Éric avait porté un toast, que Yanis était saoulé et avait chanté au karaoké. Sa voix tremblait. Elle mentait, et nous le savions tous les deux. Je n'ai pas insisté, j'ai dit que j'étais fatigué, que j'allais me coucher. Brigitte a hoché la tête et est passée dans la cuisine. Je me suis allongé sur le canapé du salon, tourné vers le mur. Je l'entendais aller et venir dans l'appartement, chuchoter dans son téléphone, puis se coucher dans la chambre. Le sommeil ne venait pas. Je restais les yeux ouverts, pensant au lendemain, à ce que j'allais découvrir, à ce que je ferais ensuite. Le matin du 2 janvier, je me suis réveillé avec un plan précis. Je me suis levé tôt, vers 6h, alors que Brigitte dormait encore. Je me suis habillé silencieusement. Je lui ai laissé un mot disant que j'allais chercher Axel chez mes parents. En réalité, mon fils restait chez eux encore quelques jours. J'avais arrangé ça hier. J'avais besoin de liberté de mouvement. Le complexe l'Épi Doré se trouvait à 20 km de la ville. Je roulais sur la route enneigée, serrant le volant, réfléchissant à la façon d'aborder la conversation. Personne ne montrerait les enregistrements des caméras à un étranger comme ça. Il fallait un moyen de pression ou une bonne motivation. Le restaurant était un bâtiment de 2 étages en briques rouges avec une annexe abritant les chambres d'hôtel.
Le parking était presque vide. Période de fête, peu de clients. Je me suis garé et je suis entré. Dans le hall flottait une odeur de pâtisserie fraîche et de café. Derrière le comptoir de la réception était assise une femme d'une 50aine d'années, au visage fatigué. Je me suis approché d'elle et j'ai demandé s'il était possible de parler à la sécurité. Elle m'a jeté un regard évaluateur et a voulu savoir pourquoi. J'ai menti, disant qu'après la soirée d'entreprise, j'avais perdu mon portefeuille. Je voulais vérifier si quelqu'un l'avait trouvé. La femme a hoché la tête et a appelé quelqu'un par la radio. 1 minute plus tard, un type d'une 40aine d'années est sorti d'un local, cheveux courts, mâchoire carrée, agent de sécurité. Nous nous sommes écartés. Je me suis présenté. J'ai dit que ma femme était venue ici pour une soirée d'entreprise le 31 décembre. L'agent de sécurité écoutait en silence, les bras croisés sur la poitrine. J'ai continué, expliquant qu'après cette soirée, elle n'était rentrée à la maison que le lendemain soir, et que je voulais savoir où elle avait passé la nuit. Avait-elle été dans l'une des chambres ici ? L'agent a eu un sourire en coin et a dit qu'il n'avait pas le droit de divulguer ce genre d'informations. C'était la vie privée des clients. Je m'attendais à cette réponse. J'ai sorti de ma poche 150 €, tout ce que j'avais de côté, et je les ai posés sur le bord du comptoir. J'ai dit que j'avais simplement besoin de connaître la vérité. Pas pour la police, pas pour faire un scandale, pas pour moi-même. Le type a regardé l'argent, puis moi. Quelque chose comme de la compassion a traversé son regard. Il a pris les billets, les a fourrés dans sa poche et a fait un signe de tête vers une sortie de service. Je l'ai suivi. Nous avons traversé un couloir étroit jusqu'à une petite pièce où se trouvaient les moniteurs du système de vidéosurveillance. L'agent s'est assis à la table et a commencé à faire défiler les enregistrements. Je me tenais derrière lui, sentant mon cœur battre à tout rompre. Il a demandé le nom de ma femme. Je le lui ai donné. Il a hoché la tête et a continué sa recherche. Quelques minutes plus tard, un enregistrement du hall du restaurant est apparu à l'écran. L'horodatage indiquait 23h45 le 31 décembre. J'ai vu Brigitte. Elle se tenait au comptoir de la réception avec 2 hommes. L'un, plus âgé, portait un costume coûteux. Eric, je l'ai reconnu grâce aux photos sur les réseaux sociaux de Brigitte. Le second, plus jeune, d'allure sportive, Yanis. Il parlait avec la fille derrière le comptoir. Puis Eric lui a tendu une carte de crédit. L'agent de sécurité a changé de caméra. Couloir du 2e étage, où se trouvaient les chambres. Les mêmes 3 personnes montaient l'escalier. Brigitte marchait entre eux, riait, tenait la main de Yanis. Ils se sont approchés d'une porte. Eric l'a ouverte avec une carte clé. Tous les 3 sont entrés à l'intérieur. La porte s'est refermée. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. L'agent a arrêté l'enregistrement et m'a regardé. Il a demandé s'il fallait continuer. J'ai hoché la tête, même si tout se nouait douloureusement en moi. Il a fait avancer la vidéo. L'heure à l'écran indiquait 2h30 du matin. La porte de la chambre s'est ouverte. Yanis est sorti, débraillé, chemise déboutonnée. Il a traversé le couloir jusqu'au distributeur automatique, a acheté quelque chose et retourné dans la chambre. Nouvelle avance rapide. 5h du matin. La porte s'ouvre à nouveau. Eric sort, habillé, coiffé, se dirige vers l'escalier et descend. L'agent a basculé sur la caméra du hall. Eric passe devant le comptoir, s'installe dans un fauteuil près de la fenêtre, sort son téléphone. 6h30 du matin. Yanis sort de la chambre, habillé lui aussi, mais avec l'air froissé. Il descend, échange quelques mots avec Eric. Ils discutent de quelque chose, puis tous les 2 sortent du bâtiment. 7h du matin. Brigitte sort de la chambre. J'ai scruté l'écran. Elle portait la même robe, mais elle semblait froissée, les cheveux en désordre. Elle marchait dans le couloir, lentement, se tenant au mur, est descendue dans le hall, a passé devant le comptoir et est sortie. L'agent a basculé sur la caméra du parking. Brigitte monte dans un taxi et s'en va. L'agent a éteint le moniteur et s'est tourné vers moi. Je restais figé, incapable de bouger. Des bribes de pensées tourbillonnaient dans ma tête, mais aucune ne formait quelque chose de cohérent. L'agent a dit qu'il pouvait me copier ses enregistrements sur une clé USB moyennant 100 € supplémentaires. Je n'avais que 45 € sur moi. Il a accepté de prendre le reste à crédit, m'a donné son numéro de téléphone. Je suis sorti du bâtiment dans l'air glacé et je suis monté dans ma voiture. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais pas à insérer la clé dans le contact.
J'ai finalement démarré le moteur et je suis resté assis là, regardant devant moi. J'avais un goût métallique dans la bouche, comme si j'avais mâché une poignée de clous rouillés. Elle avait passé la nuit avec 2 types, avec Eric et Yanis, dans la même chambre toute la nuit. J'imaginais ce qui s'était passé là-dedans, et ça me retournait les entrailles. J'imaginais son corps sous leurs mains, sa voix, ses gémissements. Tout ce qui m'appartenait, ce qui était notre intimité, piétiné, transformé en chose sordide. J'ai frappé le volant du poing. La douleur dans mes articulations m'a ramené à la réalité. Il fallait réfléchir à la suite. La clé USB avec les enregistrements serait prête demain. L'agent l'avait promis. C'était une preuve irréfutable. Maintenant, il fallait décider de la suite. Je ne suis rentré à la maison que le soir. J'avais besoin de temps pour me ressaisir, rassembler mes pensées. J'ai roulé dans la ville sans but. Je me suis arrêté devant des magasins. Je suis entré, mais je n'ai rien acheté. Je marchais simplement entre les rayons, essayant de calmer la fureur qui bouillonnait en moi. Brigitte était à la maison. Elle était assise dans la cuisine avec une tasse de thé, feuilletant un magazine. Quand je suis entré, elle a levé la tête et a souri. Elle a demandé « Alors, Axel, quand vas-tu le chercher ?» J'ai répondu brièvement « Après-demain ». Elle a hoché la tête et est revenue à son magazine. Je la regardais sans la reconnaître. Cette femme avec qui j'avais vécu 10 ans, avec qui j'avais eu un enfant, fait des projets, qui était-elle vraiment ? Comment pouvait-on mentir ainsi, rester assise si calmement et faire comme si rien ne s'était passé ? Nous avons dîné en silence. Je n'ai presque pas touché à mon assiette. Brigitte aussi tripotait sa salade avec sa fourchette. Une tension lourde s'était installée entre nous, mais elle n'osait pas parler la première. Moi non plus, je me taisais. Je n'avais rien à lui dire. Pas encore. Dans la soirée, j'ai appelé Benoît, mon ami d'enfance. Nous ne nous étions pas vus depuis 3 mois, mais c'était le genre de personne qu'on peut appeler à n'importe quel moment. Je lui ai raconté brièvement ce qui s'était passé. Benoît écoutait en silence, ne lâchant que quelques jurons entre les dents. Quand j'ai terminé, il a dit qu'il fallait aller voir un avocat immédiatement et ne pas faire de scène avant d'avoir rassemblé toutes les preuves. Il m'a donné le numéro d'un avocat qu'il connaissait, spécialisé dans les divorces. Il a ajouté que si j'avais besoin d'aide, n'importe laquelle, il était toujours là. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai encore dormi sur le canapé. Enfin, je n'ai pas dormi. Je suis resté les yeux ouverts à réfléchir. Un plan commençait à se former dans ma tête. D'abord, récupérer l'enregistrement, puis trouver cet avocat, me renseigner, savoir comment procéder correctement pour le divorce, comment obtenir la garde d'Axel. C'était le plus important. Mon fils devait rester avec moi. Et ensuite, il faudrait régler la question avec Brigitte et ses amants. Je ne savais pas encore exactement comment, mais quelque chose de froid et de calculé grandissait en moi. Un désir de vengeance. Pas simplement divorcer, se séparer. Non, ils devaient tous payer pour ce qu'ils avaient fait. Le lendemain, le 3 janvier, je suis retourné à l'Épidorée. L'agent de sécurité m'a accueilli à l'entrée de service, m'a remis la clé USB dans une enveloppe noire. Je lui ai donné les 55 € restants. Il a demandé si tout allait bien, si j'avais besoin d'autre chose. J'ai secoué la tête et je l'ai remercié. Dans la voiture, j'ai inséré la clé USB dans mon ordinateur portable que j'avais pris de la maison. Les enregistrements étaient là. Toutes les caméras, tous les angles. J'ai parcouru les fichiers, vérifié que tout était lisible. Puis j'ai sauvegardé des copies dans le cloud et sur une seconde clé USB. Il fallait se protéger. Le soir, j'ai pris rendez-vous avec l'avocat. La consultation était fixée au 5 janvier. J'avais 2 jours pour me préparer. J'ai commencé à rassembler les documents. Certificat de mariage, acte de naissance d'Axel, documents relatifs à l'appartement. L'appartement avait été acheté avant le mariage avec mon argent, mais était au nom de nous deux. L'avocat devrait éclaircir tout ça. Brigitte, ces jours-là, était comme un fantôme. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais n'osait pas demander directement. Plusieurs fois, elle a essayé de me parler, mais je me dérobais, prétextant la fatigue et le travail. Elle était nerveuse, je le voyais. Elle se rongeait les ongles, consultait constamment son téléphone, sursautait au moindre bruit. Le 4 janvier, j'ai récupéré Axel chez mes parents. Le petit s'est jeté joyeusement dans mes bras, racontant les jours passés, comment grand-père et lui avaient réparé une vieille luge.
Je l'écoutais, serrant mon fils contre moi, pensant à la façon dont je lui expliquerais que maman ne vivrait plus avec nous. Mais c'était une conversation pour plus tard. Pour l'instant, il fallait terminer ce que j'avais commencé. Le 5 janvier à 10 heures du matin, j'étais assis dans le bureau de l'avocat. Maître Hervé, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et au regard pénétrant, m'a écouté attentivement. J'ai tout raconté, de la soirée d'entreprise aux enregistrements des caméras. Je lui ai montré la clé USB. Il l'a branchée sur son ordinateur, a visionné quelques extraits, puis s'est renversé dans son fauteuil. Il a dit que l'affaire n'était pas compliquée si on l'abordait correctement. Les enregistrements étaient une preuve directe d'adultère. Cela me donnait un avantage dans la procédure de divorce. La garde de l'enfant me reviendrait très probablement si le tribunal voyait que la mère menait une vie immorale. L'appartement resterait à moi, puisqu'il avait été acheté avant le mariage. Il y avait peu de biens acquis en commun. La voiture, la maison de campagne que nous avions achetée il y a 2 ans avec nos économies communes. Il faudrait partager tout ça. Maître Hervé m'a conseillé de ne pas me précipiter pour demander le divorce. D'abord, il fallait préparer les documents, rassembler des preuves supplémentaires. Peut-être y avait-il des échanges de messages, des photos, des témoins. Plus il y aurait de preuves, mieux ce serait. Il m'a aussi recommandé d'ouvrir un compte séparé et d'y transférer de l'argent pour que ma femme ne puisse pas le prendre en cas de conflit. J'ai noté tout ce qu'il disait. Nous avons discuté des délais, du coût des services, des nuances et des procédures. En sortant du bureau, je me sentais plus confiant. Le plan prenait des contours précis. Il ne restait plus qu'à agir. Le soir du 5 janvier, j'étais assis dans ma voiture sur un parking désert près d'un centre commercial. L'ordinateur portable sur les genoux. Le curseur figé au-dessus du fichier vidéo. J'ai essayé plusieurs fois d'ouvrir, mais ma main refusait d'obéir. Je savais ce que j'allais voir, mais une partie de moi refusait désespérément cette connaissance. Une dernière chance de rester dans l'ignorance, de préserver quelques illusions. Mais les illusions, c'est du mensonge, et j'ai toujours détesté le mensonge. J'ai cliqué sur le fichier. L'enregistrement commençait dans le couloir de l'hôtel. L'heure dans le coin de l'écran indiquait 23h47. Brigitte, Eric et Yanis entraient dans la chambre. La qualité de l'image était bonne. On voyait les visages, les gestes. On entendait même des bribes de rire. La caméra du couloir ne captait que la zone d'entrée. Mais ensuite, il y avait des enregistrements de l'intérieur de la chambre. Il s'avère que l'agent de sécurité m'avait donné plus que ce que j'avais demandé. Des caméras intérieures. Elles étaient camouflées en détecteur de fumée. Je ne savais pas si c'était légal, mais je m'en fichais maintenant. J'ai ouvert le second fichier. La chambre était ordinaire. Un lit double, des tables de nuit, une télévision au mur, un fauteuil près de la fenêtre. Le trio est entré. Eric s'est dirigé directement vers le minibar, a sorti une bouteille de champagne. Yanis s'est affalé sur le lit. Brigitte se tenait au milieu de la pièce et enlevait ses chaussures. Il parlait de quelque chose, mais la caméra n'enregistrait pas le son. Eric a versé le champagne dans des verres. Ils ont bu. Puis encore une fois. Brigitte riait, la tête renversée en arrière. Yanis s'est levé du lit, s'est approché d'elle par derrière, l'a enlacée par la taille. Elle ne s'est pas écartée. Eric s'est approché par devant, s'est penché vers ses lèvres. J'ai serré les dents si fort que mes mâchoires me faisaient mal. Je voulais éteindre l'enregistrement, mais je ne pouvais pas détacher mon regard. Une nécessité douloureuse de voir ça jusqu'au bout, de comprendre jusqu'où était allée la trahison. La suite a montré des scènes que je ne décrirai pas en détail. Pas parce que j'avais honte ou mal, même si les deux étaient vrais, mais parce que ça n'avait pas d'importance pour l'histoire. Ce qui comptait, c'était autre chose. Ça se passait. Ma femme, la mère de mon enfant, la femme à qui j'avais fait confiance pendant 10 ans, se donnait à 2 types en même temps, volontairement, avec un plaisir évident. L'enregistrement durait plusieurs heures. J'ai fait des avances rapides. J'ai mis sur pause. J'ai repris. Vers 2 heures du matin, Yanis est sorti dans le couloir pour aller chercher des boissons. Je l'avais déjà vu sur l'enregistrement de la sécurité. Puis ils ont continué. Vers 5 heures du matin, Eric s'est habillé et est parti. Brigitte et Yanis sont restés seuls encore une demi-heure. Puis lui aussi s'est préparé et est sorti. Brigitte est restée seule. Elle était allongée sur le lit, le visage enfoui dans l'oreiller. Puis elle s'est levée, est allée dans la salle de bain, est revenue.
20 minutes plus tard, elle s'est habillée et a quitté la chambre. Dernière image, une pièce vide avec un lit défait. J'ai refermé l'ordinateur et me suis renversé sur le siège. J'avais la tête vide. Ni pensée, ni émotion. Juste un vide froid et poiseux. Puis ce vide a commencé à se remplir de quelque chose de brûlant et d'âcre. La rage, pure, consumant tout de l'intérieur. Mais avec la rage venait aussi la compréhension. Ce n'était pas une impulsion, pas une erreur d'ivresse. Ils avaient planifié ça. Réservé la chambre à l'avance. Eric payait par carte de crédit, donc c'était lui qui organisait. Brigitte savait où elle allait. Elle s'était préparée. Elle m'avait menti en face. J'ai démarré la voiture et je suis rentré. En chemin, je me suis arrêté dans une supérette ouverte toute la nuit. J'ai acheté des cigarettes. J'en ai allumé une directement à la sortie, ignorant les regards des approbateurs. La fumée me brûlait les poumons, mais c'était au moins une douleur physique qui me distrayait de celle de l'intérieur. À la maison, je suis allé dans la cuisine, me suis servi un verre de vodka, l'ai bu d'un trait, puis un autre. L'alcool n'aidait pas, il ne faisait qu'ajouter de la confusion dans ma tête. J'ai remis la bouteille dans le placard et me suis assis à la table. Il fallait agir. Les émotions viendraient plus tard. Pour l'instant, il fallait garder la tête froide. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à chercher des informations sur Eric et Yanis. Réseaux sociaux, profil public, tous les deux étaient mariés. Eric avait une fille adolescente. Yanis avait 2 enfants, un fils et une fille. Les plus jeunes avaient environ 5 ans. Des familles. Ils avaient des familles, comme moi, et ils se fichaient complètement de ça. Ils couchaient avec la femme d'un autre, sachant que chez eux, leurs propres épouses les attendaient. Des salauds hypocrites et pourris. J'ai sauvegardé les contacts de leurs femmes, trouvé leur numéro de téléphone, leurs adresses e-mail, leur profil sur les réseaux sociaux. Ce serait mon arme. Mais pas maintenant. D'abord, il fallait régler le compte de Brigitte, puis viendrait leur tour. Le lendemain, j'ai continué à rassembler des informations. J'ai vérifié le téléphone de Brigitte pendant qu'elle était sous la douche. J'ai trouvé des échanges de messages avec Eric et Yanis. Ils étaient prudents, n'écrivaient rien d'explicite, mais les allusions se lisaient entre les lignes. Les rendez-vous étaient fixés sous couvert de questions professionnelles. Eric écrivait des choses du genre « Il faut qu'on discute du rapport, viens à 15h ». Yanis était un peu plus direct. « Tu me manques, quand est-ce qu'on se voit ?» J'ai fait des captures d'écran de toutes les conversations, me les suis envoyées par email, puis j'ai remis le téléphone à sa place. Brigitte est sortie de la salle de bain et m'a regardé avec méfiance, mais j'ai pris un air indifférent. J'ai demandé ce qu'il y aurait pour le dîner. Elle a répondu avec confusion qu'elle préparerait des raviolis. Nous avons dîné en silence. Axel racontait quelque chose sur ses camarades d'école, mais je n'écoutais qu'à moitié. Brigitte aussi restait silencieuse, tripotant sa nourriture avec sa fourchette, la touchant à peine. Après le dîner, elle a essayé de me parler, a demandé si tout allait bien, si j'étais en colère contre elle. J'ai répondu que tout allait bien, que j'étais simplement fatigué du travail. Elle a hoché la tête, mais je voyais qu'elle ne me croyait pas. Cette nuit-là, je suis resté assis dans la cuisine à regarder les enregistrements à nouveau. Ce n'était pas du masochisme, c'était une nécessité. Il fallait mémoriser chaque détail, chaque seconde, transformer la douleur en détermination froide. Quand on regarde la trahison encore et encore, elle cesse de faire mal. Elle devient simplement un fait, une information qu'on peut utiliser. Vers 3h du matin, je suis tombé sur quelque chose d'étrange. Sur l'un des enregistrements, vers le matin, quand Brigitte était déjà seule dans la chambre, elle a sorti son téléphone et a appelé quelqu'un. Elle a parlé environ 5 minutes, puis a raccroché. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais à son visage, je voyais que la conversation était tendue. J'ai consulté le détail de ses appels. Il se trouvait dans le tiroir du bureau et la facture était payée avec ma carte. J'ai trouvé cet appel. Le numéro était inconnu. Je l'ai entré dans un moteur de recherche. Rien. Alors je l'ai copié et envoyé à Benoît en lui demandant de le vérifier via ses connaissances. Il avait un ami qui travaillait dans la police. La réponse est arrivée le lendemain. Le numéro appartenait à une certaine Eva, cette Lydie, l'amie de Brigitte. Donc elle l'avait appelée pour lui demander de la couvrir. Et Lydie avait accepté. M'avait menti sur cette nuitée. La trahison avait plusieurs couches. Le 7 janvier, j'ai rencontré l'avocat à nouveau. Je lui ai montré les nouvelles preuves, les messages,
le détail des appels, les enregistrements. Maître Hervé hochait la tête, prenait des notes, a dit que maintenant l'affaire était en béton, qu'on pouvait demander le divorce à tout moment. La garde de l'enfant était pratiquement garantie. Les biens aussi seraient partagés en ma faveur. J'ai demandé combien de temps il faudrait pour tout régler. Il a répondu qu'en l'absence de litige, 2 mois. Si Brigitte résistait, jusqu'à 6 mois. J'ai dit que j'avais assez de temps. L'essentiel était d'obtenir le résultat voulu. J'ai aussi demandé si je pouvais envoyer les documents compromettants aux femmes de ses amants. L'avocat m'a regardé longuement, puis a dit que juridiquement je ne violerais aucune loi si les documents n'avaient pas été obtenus par piratage ou vol. Les caméras de l'hôtel étaient une zone grise, mais si l'agent de sécurité avait transmis les enregistrements volontairement, formellement, j'étais clean. Cependant, il me déconseillait de le faire. On pouvait se faire des ennemis. Il pourrait y avoir des conséquences inattendues. Je l'ai remercié pour le conseil, mais ma décision était déjà prise. Ils devaient payer, tous les 3. Brigitte perdrait sa famille, Eric et Yanis perdraient les leurs. La justice devait triompher. Le soir du 8 janvier, j'ai finalisé mon plan. Demain, le 9, j'affronterai Brigitte. Je lui montrerai les enregistrements, je la mettrai dehors, je demanderai le divorce, puis j'enverrai les documents aux fans de ses amants. Et la touche finale, j'enverrai un message anonyme sur sa messagerie professionnelle pour que tous ses collègues sachent à qui ils avaient affaire. Cruel peut-être, mais je ne ressentais aucune pitié. Seulement une détermination froide et calculée d'aller jusqu'au bout. Le 9 janvier était glacial. Je me suis réveillé tôt, vers 6 heures, même si je n'avais presque pas dormi. Brigitte était encore couchée dans la chambre. Axel était dans ma chambre hier soir. Il m'avait demandé de dormir avec moi, avait dit qu'il avait fait un cauchemar. J'ai réveillé mon fils doucement, lui ai dit qu'aujourd'hui, il irait chez grand-mère et grand-père pour quelques jours. Le petit a jeun qu'il ne voulait pas, mais j'étais inflexible. J'ai expliqué que je devais régler des affaires importantes. J'ai appelé mes parents, leur ai demandé de venir chercher leur petit-fils. Mon père a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas, mais n'a pas posé de questions. Il a dit qu'il serait là dans 1 heure. J'ai préparé les affaires d'Axel, lui ai donné son petit déjeuner. Le garçon sentait la tension, a demandé si maman et moi nous disputions. Je lui ai caressé la tête et ai répondu que les adultes devaient parfois régler des questions compliquées, mais que ça ne le concernait pas. Il serait toujours mon fils et je serais toujours là pour lui. Quand mes parents ont emmené Axel, je me suis retrouvé seul face à Brigitte. Elle est sortie de la chambre vers 9 heures, ensommeillée dans sa robe de chambre, a demandé où j'avais emmené notre fils. J'ai répondu chez mes parents et j'ai ajouté que nous devions avoir une conversation sérieuse. Elle a pâli, a essayé de sourire, mais le sourire était tordu. Elle a demandé à quel sujet exactement. Je suis passé silencieusement dans le salon. J'ai allumé l'ordinateur portable, l'ai posé sur la table basse. Brigitte me suivait, de plus en plus nerveuse. Elle s'est assise sur le canapé en face, les bras croisés sur la poitrine. J'ai ouvert le dossier contenant les enregistrements vidéo. J'ai tourné l'écran vers elle et j'ai appuyé sur lecture. Les premières secondes, elle regardait sans comprendre. Puis à l'écran est apparu le couloir de l'hôtel, 3 personnes entrant dans une chambre. Elle s'est reconnue. Son visage s'est décomposé. Elle a bondi du canapé, a essayé de fermer l'ordinateur. J'ai attrapé sa main, l'ai retenue. Ma voix était calme quand j'ai dit qu'elle regarderait ça jusqu'au bout. Brigitte s'est débattue, a essayé de se libérer, mais j'étais plus fort. Je l'ai rassise sur le canapé, j'ai rapproché l'ordinateur. Elle s'est couvert le visage avec les mains, a commencé à sangloter. J'ai basculé sur l'enregistrement de l'intérieur de la chambre. Elle a entendu les sons, a écarté les doigts, a regardé et s'est immédiatement détournée en fermant les yeux. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai demandé si elle voulait expliquer ce que c'était. Brigitte restait silencieuse, secouant la tête. Puis a commencé à parler de façon confuse, embrouillée. Que c'était une erreur, qu'elle était ivre, qu'il l'avait convaincue, qu'elle ne voulait pas mais n'avait pas pu refuser. J'écoutais ces absurdités et je sentais un mépris glacial grandir en moi. Elle mentait encore maintenant, alors que les preuves étaient sous ses yeux. J'ai lancé un autre enregistrement. Les échanges de messages avec Eric, où il discutait d'un rendez-vous 3 jours avant la soirée d'entreprise. Brigitte s'est tue en voyant ses propres mots à l'écran. Alors elle a essayé une autre approche.
Elle a commencé à parler du fait que j'avais été distant avec elle ces dernières années, que je ne lui accordais pas d'attention, que je travaillais comme un forcené et qu'il ne me restait plus de force pour elle et notre fils. Qu'elle se sentait seule, pas aimée, qu'Eric et Yanis lui avaient donné ce que je ne pouvais pas lui donner, l'attention, les compliments, le sentiment d'être une femme. J'écoutais et n'en croyais pas mes oreilles. Elle m'accusait de ce qu'elle-même avait fait, me tromper. Elle avait couché avec 2 types en une seule soirée. J'ai demandé combien de fois c'était arrivé. Elle a détourné le regard et resté silencieuse. J'ai sorti l'agenda avec les dates, le lui ai montré et redemandé. Elle s'est mordu la lèvre, puis a répondu doucement que c'était arrivé plusieurs fois, depuis l'automne. D'abord seulement avec Eric, puis Yanis s'y était mis aussi, et la soirée d'entreprise était l'idée d'Eric pour fêter les vacances à 3. J'ai senti quelque chose se rompre définitivement en moi. Plusieurs mois, elle m'avait mené en bateau. Plusieurs mois, elle m'embrassait, se couchait avec moi, préparait les petits déjeuners, jouait l'épouse heureuse, et en même temps elle entretenait une liaison avec 2 collègues simultanément. J'ai demandé pour Lydie. Brigitte a hoché la tête, a avoué qu'elle avait demandé à son amie de la couvrir. Lydie était au courant des infidélités depuis le début, lui donnait même des conseils pour mieux les cacher. Une autre trahison. Brigitte s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Elle disait qu'elle m'aimait, que ça ne voulait rien dire, qu'elle voulait sauver notre famille. Elle me suppliait de pardonner, promettait de rompre avec tout le monde, de changer, de devenir meilleure. Les larmes coulaient sur ses joues, le mascara coulait. Elle avait l'air pitoyable et perdue, mais je ne ressentais rien. Ni pitié, ni douleur, ni même colère. Seulement une indifférence froide. Cette femme m'était devenue étrangère. J'avais vécu 10 ans avec elle, mais je ne la connaissais pas du tout. Soit elle avait changé, soit j'avais été aveugle, peu importait. Ce qui comptait, c'était qu'il ne restait qu'une chose devant nous, la rupture. Je me suis levé, suis allé à l'armoire et sorti 2 grands sacs, les ai jetés devant Brigitte. Lui ai dit de faire ses valises et de partir. Aujourd'hui même. Elle a bondi, m'a attrapé par le bras, me suppliait de ne pas faire ça, criait qu'elle n'avait nulle part où aller, que c'était sa maison aussi. Je lui ai rappelé que l'appartement avait été acheté avec mon argent avant le mariage et était à mon nom. Elle n'était plus chez elle ici. Brigitte a essayé de passer à l'offensive, a déclaré que je n'avais pas le droit de la mettre dehors, qu'elle était la mère d'Axel, qu'elle emmènerait son fils avec elle. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré les coordonnées de l'avocat et dit que la procédure de divorce était déjà lancée, qu'avec de telles preuves de son infidélité, la garde me reviendrait sans question, que si elle essayait d'emmener Axel sans mon accord, je l'attaquerais en justice et qu'elle ne reverrait pas son fils avant sa majorité. Elle s'est arrêtée net, comprenant que je ne bluffais pas. Elle s'est assise par terre, a entouré ses genoux de ses bras, a demandé dans un murmure si vraiment je la haïssais à ce point. J'ai répondu que je ne la haïssais pas. Simplement, je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Brigitte a commencé à rassembler ses affaires, lentement, se retournant sans cesse vers moi, comme si elle espérait que je change d'avis. Je restais debout dans l'embrasure de la chambre à observer. Elle pliait des vêtements dans le sac, sortait des cosmétiques de la salle de bain, des bijoux de leur boîte. Parfois elle sanglotait. Parfois elle s'arrêtait et me regardait avec supplication dans les yeux. Quand elle a terminé, je l'ai aidée à porter les sacs jusqu'à la porte. Elle se tenait sur le seuil et me regardait, comme si une dernière fois elle essayait de trouver en moi ne serait-ce qu'une goutte des sentiments d'autrefois. Elle a demandé où elle devait aller. J'ai haussé les épaules, j'ai dit que c'était son problème. Peut-être chez Lydie, ou chez Eric et Yanis, qu'ils s'occupent d'elle maintenant. Elle a tressailli comme sous un coup, puis s'est retournée et est sortie. J'ai refermé la porte et tourné la clé dans la serrure. Je me suis adossé à la porte et suis resté ainsi plusieurs minutes. Le vide dans l'appartement était assourdissant. J'ai fait le tour des pièces. Dans la chambre, sur le lit, traînaient des barrettes oubliées de Brigitte. Sur la table de nuit, son livre. Dans la salle de bain flottait l'odeur de son parfum. Dans la cuisine, dans l'évier, se trouvait sa tasse préférée avec des chats. 10 ans de vie commune avaient laissé des traces partout. Mais maintenant, ce n'étaient que des objets. Des souvenirs d'une personne qui n'existait plus. Le soir, j'ai appelé l'avocat, lui ai annoncé que ma femme avait quitté la maison. Maître Hervé a dit que c'était bien,
que maintenant le processus irait plus vite. Dès demain, on pourrait déposer les documents. J'ai accepté. Puis j'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur où étaient rassemblés les contacts des femmes d'Eric et de Yanis. J'ai sélectionné les extraits les plus explicites des enregistrements vidéo. Pas de la pornographie, mais assez pour comprendre ce qui s'était passé. J'ai ajouté des captures d'écran des messages, préparé des emails courts, sans émotion. Votre mari vous trompe. Les preuves sont en pièces jointes. Mon doigt est resté figé au-dessus du bouton d'envoi. Une dernière chance de m'arrêter. De ne pas détruire d'autres familles, de laisser ça entre nous. Mais alors je me suis souvenu de l'enregistrement. Brigitte entre eux, son rire, leurs mains sur son corps. Et j'ai appuyé sur envoyer. D'abord à la femme d'Eric, puis à celle de Yanis. Les messages sont partis. J'ai refermé l'ordinateur et me suis affalé sur le canapé. Demain, l'enfer commencerait. Mais j'étais prêt. Le matin du 10 janvier, je me suis réveillé dans un appartement vide. Le silence pesait sur mes oreilles, inhabituel et oppressant. D'habitude, à cette heure-ci, Brigitte faisait déjà du bruit avec la vaisselle dans la cuisine. Axel courait dans le couloir. Maintenant, plus rien de tout ça. Seulement le grincement du parquet sous mes pieds et le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai préparé du café, me suis assis à la table de la cuisine avec mon téléphone et vérifié mes emails. Pas encore de réponse des fans des amants. Mais les messages avaient été lus tous les deux, donc elles avaient eu. Ce qui arriverait ensuite, le temps le dirait. À 9h du matin, je suis allé au tribunal. L'avocat m'attendait déjà à l'entrée avec un dossier de documents. Nous sommes entrés, avons fait la queue, avons déposé la demande de divorce. La procédure s'est avérée rapide et bureaucratique. Remplir des formulaires, apposer des signatures, recevoir des copies. La première audience était fixée début février. Maître Hervé a expliqué que maintenant Brigitte recevrait la notification de divorce. Elle aurait la possibilité de déposer une demande reconventionnelle si elle voulait contester les conditions. Mais avec de telles preuves, ses chances étaient minimes. La garde de l'enfant, le partage des biens, tout serait en ma faveur. Il fallait juste attendre la décision du tribunal. Je l'ai remercié et suis rentré chez moi. En chemin, j'ai appelé l'usine, prévenu le chef d'équipe que je prendrais quelques jours à mes frais. Il fallait que je remette mes idées en ordre, que je me prépare aux prochaines étapes. Vers midi, Brigitte a appelé. Sa voix était brisée, hystérique. Elle criait que je n'avais pas le droit de demander le divorce sans son consentement, qu'elle se battrait, qu'elle prendrait Axel. J'ai répondu calmement que le consentement n'était pas requis en présence de preuves d'adultère, que la garde dans ces circonstances me reviendrait, qu'elle pouvait engager n'importe quel avocat, mais que les faits jouaient contre elle. Brigitte a éclaté en sanglots et a raccroché. 10 minutes plus tard, elle a rappelé. Cette fois, sa voix était plus douce, suppliante. Elle demandait à nous voir, à parler, à tout discuter. Peut-être pourrions-nous nous arranger, ne pas aller jusqu'au tribunal. J'ai refusé. J'ai dit qu'il n'y avait rien à dire. Tout avait déjà été dit. Elle a essayé de protester, mais j'ai simplement coupé le son et posé le téléphone sur la table. Le soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'est Mélissa, la femme d'Eric. Peut-on parler ? Je ne m'attendais pas à ça. J'ai répondu oui, bien sûr. Elle a envoyé l'adresse d'un café au centre-ville, a demandé à nous voir demain à midi. J'ai accepté. J'étais curieux de savoir ce qu'elle dirait. Me maudire pour sa famille détruite, me remercier pour la vérité, demander à supprimer la vidéo. Le jour suivant s'est écoulé lentement. Je rangeais l'appartement, jetais les affaires que Brigitte avait oubliées, ses photos sur les murs, nos clichés communs des albums. Tout dans un sac poubelle. J'effaçais méthodiquement les traces de sa présence, comme un chirurgien découpe une tumeur. À midi, je suis arrivé au café. Mélissa était assise à une table près de la fenêtre. Une femme d'une trentaine d'années, mince, au visage fatigué. En me voyant, elle a hoché la tête. Je me suis assis en face d'elle. La serveuse a apporté les menus, mais nous avons tous deux refusé de commander. Mélissa a parlé la première. Sa voix était posée, mais j'y entendais une tension cachée. Elle m'a remercié de lui avoir ouvert les yeux. Elle a dit qu'elle soupçonnait des infidélités depuis longtemps, mais qu'elle n'avait pas de preuves. Eric était prudent, savait mentir de façon convaincante, et elle travaillait, élevait sa fille, essayait de sauver la famille. Maintenant, tout était fini.
Elle avait déjà demandé le divorce. J'écoutais en silence. Elle a continué. Raconté qu'Eric avait essayé de se justifier quand elle lui avait montré la vidéo. D'abord, il avait nié, puis l'avait accusé d'espionnage, puis avait essayé de rejeter la faute sur l'alcool et sur Brigitte, disant que c'était elle qui l'avait séduit. Mélissa n'avait pas marché, avait rassemblé les affaires de son mari, l'avait mise à la porte. Sa fille ne savait encore rien, pensait que papa était en déplacement. Elle m'a regardé attentivement et a demandé « Pourquoi avais-je fait ça ? Juste par vengeance ou pour qu'il paie aussi ?» J'ai répondu honnêtement « Les deux. Ils ont détruit ma famille. Ils devaient répondre de leurs actes. » Mélissa a hoché la tête, a dit qu'elle comprenait, qu'à ma place elle aurait fait la même chose. Puis elle a sorti une enveloppe de son sac, ne l'a tendue. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait de l'argent, environ 600 €. Mélissa a expliqué que c'était sa façon de me remercier. Elle voulait quitter Eric depuis longtemps, mais avait peur. Peur de se retrouver seule avec un enfant. Peur des problèmes financiers. Maintenant, elle avait des raisons de réclamer une pension alimentaire, le partage des biens. Eric gagnait bien sa vie. Grand appartement, voiture chère, elle obtiendrait sa part. J'ai essayé de refuser l'argent, mais elle a insisté. Elle a dit que c'était une petite partie de ce qu'Eric lui avait volé pendant des années de mensonges, que ce soit au moins sa façon de me remercier pour la vérité. J'ai pris l'enveloppe, les remercier. Nous nous sommes dit au revoir. Mélissa est partie, et je suis resté assis près de la fenêtre, regardant la rue enneigée. Le soir, Benoît a appelé, a demandé comment j'allais, si j'avais besoin d'aide. Je lui ai raconté brièvement la rencontre avec Mélissa, le divorce déposé. Benoît a écouté et m'a conseillé de ne pas m'arrêter. Il a dit que la femme de Yanis devait aussi connaître toute la vérité, que des salauds pareils ne devaient pas s'en tirer comme ça. J'étais d'accord avec lui. La femme de Yanis n'avait pas encore pris contact, mais je savais qu'elle avait vu le message. Peut-être qu'elle digérait l'information, peut-être qu'elle ne croyait pas. Il fallait attendre. Le jour suivant, le 12 janvier, j'ai reçu un appel d'une voix masculine inconnue. Il s'est présenté, Yanis. Sa voix était furieuse, menaçante. Il a commencé à hurler que j'avais détruit sa famille, que sa femme ne lui parlait plus maintenant, que ses enfants pleuraient, qu'il me retrouverait et qu'il réglerait ça avec moi personnellement. Je l'ai écouté 1 minute, puis ai répondu calmement. J'ai dit que ce n'était pas moi qui avais détruit sa famille, mais lui-même, quand il s'était glissé dans le lit de la femme d'un autre, que les enfants pleuraient à cause de ses actes, pas des miens. Que s'il essayait de s'approcher de moi ou de ma famille, je transmettrais tous les enregistrements à la police et déposerais une plainte pour menace. Yanis s'est étranglé de rage, a juré et a raccroché. J'ai eu un sourire en coin. Lâche, misérable. Courageux seulement avec les femmes des autres, mais quand il s'agissait d'assumer ses responsabilités, il baissait immédiatement la queue. Mais les menaces m'avaient alerté. J'ai appelé l'avocat, lui ai raconté cet appel. Maître Hervé m'a conseillé d'enregistrer notre prochaine conversation si Yanis rappelait. Ce serait un atout supplémentaire dans l'affaire si nécessaire. Il a aussi proposé de déposer plainte à la police pour menace dès maintenant. J'ai accepté. Le lendemain, je me suis rendu au commissariat. J'ai rédigé une plainte. L'agent de quartier m'a écouté, a noté les coordonnées de Yanis, a dit qu'ils auraient une conversation avec lui. Les menaces par téléphone constituaient une infraction administrative. Ils pouvaient infliger une amende ou un avertissement. Je les ai remerciés et suis reparti. Le soir du même jour, j'ai reçu un message de la femme de Yanis, Eva. Elle écrivait qu'elle avait vu la vidéo, qu'elle ne savait pas comment continuer à vivre, que Yanis jurait que c'était arrivé une seule fois en état d'ivresse, qu'il était repentant, mais qu'elle ne le croyait pas. Elle demandait si j'avais d'autres preuves que ce n'était pas la première fois. Je lui ai envoyé les captures d'écran des messages où Yanis et Brigitte discutaient de rendez-vous depuis l'automne. Date, lieu, allusion. Eva a répondu 1 heure plus tard. Elle a écrit seulement « Merci, maintenant je sais tout ». Elle n'a plus écrit après. Je comprenais que j'avais détruit 2 familles, que les enfants d'Eric et de Yanis grandiraient maintenant sans leur père ou dans une ambiance de dispute constante, que leurs épouses vivraient la douleur et l'humiliation comme je les vivais moi-même. J'avais de la peine pour elles, mais pas assez pour regretter ce que j'avais fait. Elles avaient le droit de connaître la vérité, et je leur avais donné ce droit. Il restait une dernière étape, la dénonciation publique. Je voulais que tous les collègues de Brigitte sachent avec qui ils travaillaient,
qu'Eric et Yanis ne puissent pas simplement continuer leur vie en faisant comme si rien ne s'était passé. J'ai créé une adresse email anonyme, rassemblé tous les documents, vidéos, messages, photos, rédigé un court message. Vos collègues Brigitte, Eric et Yanis ont trompé leurs conjoints entre eux. Les preuves sont en pièces jointes. Réfléchissez si de telles personnes méritent votre confiance. J'ai trouvé la liste de diffusion de l'entreprise où travaillait Brigitte. Les adresses étaient en accès libre sur leur site internet. J'ai relu le message plusieurs fois. C'était cruel. Cela détruirait leur carrière, leur réputation. Ils deviendraient des parias. Mais méritaient-ils moins que ça? J'ai appuyé sur envoyer. Le message est parti vers 35 destinataires, tous les employés du service et la direction de l'entreprise. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. La réaction n'a pas tardé. Dès le soir du 13 janvier, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec les appels de Brigitte. Je ne décrochais pas, mais elle laissait des messages vocaux. Sa voix passait du cri au sanglot. Elle m'accusait d'avoir détruit sa vie, qu'au travail elle avait été convoquée chez le directeur, que tous ses collègues lui tournaient le dos, qu'Eric et Yanis avaient aussi reçu des blâmes, qu'elle ne pouvait maintenant trouver de travail nulle part avec une telle réputation. J'écoutais ces messages sans émotion. Elle parlait de vie détruite, mais oubliait curieusement qu'elle avait elle-même détruit la mienne. Oubliait qu'elle m'avait menti pendant des mois, m'avait trompé, avait mis notre famille en danger. Maintenant, c'était simplement le moment de payer l'addition. Le jour suivant, le 14, un numéro inconnu a appelé. J'ai répondu. Une voix féminine s'est fait entendre, dure et furieuse. La femme s'est présentée comme la mère de Brigitte, Mylène. Elle a commencé à me crier dessus, me traitant de sadique, d'ordure, de monstre, disant que j'avais poussé sa fille à la dépression nerveuse, que Brigitte était hospitalisée sous traitement psychiatrique, que tout était de ma faute. J'ai écouté la tirade calmement, puis ai répondu. J'ai expliqué à ma belle-mère que sa précieuse fille m'avait trompé avec 2 types simultanément, que j'avais des preuves vidéo, qu'elle avait menti, manipulé, détruit notre famille, et que j'avais simplement fait en sorte que tout le monde connaisse la vérité. Mylène s'est tue quelques secondes. Puis sa voix est devenue plus basse, mais pas moins furieuse. Elle a dit que Brigitte lui avait tout avoué, que sa fille avait effectivement commis une erreur, mais que je m'étais comporté comme un sauvage. Que les hommes normaux pardonnaient ce genre de choses, travaillaient sur leur relation, au lieu de se venger comme le dernier des salauds, que j'avais privé Axel de sa mère. J'ai senti la colère monter en moi. J'ai demandé si elle pensait sérieusement que j'aurais dû pardonner une infidélité collective et continuer à vivre comme si de rien n'était. Elle a répondu qu'un homme devait être au-dessus de ce genre de blessures, que la famille était plus importante que l'orgueil. J'ai dit que c'était sa fille qui avait choisi de détruire la famille, pas moi, et qu'Axel vivrait avec moi parce que je n'avais pas trompé, ni menti, ni trahi. Mylène a juré et a raccroché. Elle n'a plus rappelé. Le 15 janvier, je me suis rendu chez mes parents chercher Axel. Il fallait ramener mon fils à la maison, revenir à une vie normale. Le garçon m'a accueilli joyeusement, mais a immédiatement demandé « Où est maman ?» Je me suis accroupi près de lui ai pris les mains et dit que maman vivait maintenant séparément, que nous avions décidé de ne plus être ensemble, que ce n'était pas sa faute, que nous l'aimions tous les deux, mais que parfois les adultes ne pouvaient pas vivre ensemble. Axel a froncé les sourcils. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a demandé pourquoi. Je n'ai pas menti sur une incompatibilité de caractère ou d'autres sottises. J'ai dit simplement que maman avait fait quelque chose qui avait beaucoup blessé papa, que je ne pouvais pas lui pardonner, que ça arrivait. Le petit garçon a pleuré, m'a serré dans ses bras. Je lui caressais la tête et sentais quelque chose se serrer en moi. Mon fils ne méritait pas cette douleur, mais je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé. Nous sommes rentrés à la maison. Axel marchait silencieusement dans l'appartement, regardait les étagères vides où se trouvaient avant les affaires de maman, demandait quand il verrait maman. J'ai répondu que ce serait bientôt, dès qu'elle irait mieux, qu'il pourrait la voir, lui parler au téléphone, que je n'allais pas lui enlever sa mère. Simplement, nous n'étions plus une famille. Le soir, Brigitte a appelé, a demandé à parler à son fils. Je n'ai pas refusé. J'ai tendu le téléphone à Axel. Le garçon l'a attrapé, l'a pressé contre son oreille, a parlé vite, de façon confuse. « Maman, pourquoi es-tu partie ? Quand reviendras-tu ? Tu me manques. » Brigitte répondait quelque chose. Je n'entendais pas les mots, mais j'entendais l'intonation, apaisante,
affectueuse. Axel écoutait, hochait la tête, essuyait ses larmes, puis m'a tendu le téléphone en disant que maman voulait me parler. J'ai pris le téléphone. Brigitte parlait doucement, d'une voix fatiguée. Elle demandait la permission de voir son fils au moins une fois par semaine. Elle louait un appartement chez Lydie, pouvait emmener Axel chez elle le week-end. J'ai réfléchi, j'ai accepté, mais à une condition, seulement en présence de témoins, mes parents ou Benoît. Je ne voulais pas qu'elle essaie de monter mon fils contre moi. Brigitte a promis qu'elle ne le ferait pas. Je ne l'ai pas cru, mais j'ai accepté la rencontre. Le 16 janvier, l'avocat a appelé. Maître Hervé m'a informé que Brigitte avait déposé une demande reconventionnelle. Elle réclamait la garde partagée de l'enfant, le partage de l'appartement et de la maison de campagne, une pension alimentaire pour son propre entretien. Elle m'accusait aussi de violence morale, de pression et d'humiliation publique. J'ai eu un sourire ironique. Elle essayait de se battre. L'avocat a dit que ce n'était pas grave, toutes ses demandes seraient rejetées. La garde, avec une infidélité prouvée et un comportement immoral, me reviendrait. L'appartement avait été acheté avant le mariage. La maison de campagne était à mon nom, même si elle avait été achetée avec de l'argent commun. Je devrais lui verser la moitié de sa valeur, mais pas céder la maison elle-même. La pension alimentaire pour l'entretien d'une ex-épouse n'était pas due si elle était capable de travailler, et la violence morale, elle devait la prouver, ce qu'elle n'avait pas. Je l'ai remercié et lui ai demandé de se préparer pour le procès. Maître Hervé m'a assuré que tout irait bien. Le 17, quelque chose d'inattendu s'est produit. Éric m'a appelé. Sa voix n'était pas furieuse comme celle de Yanis, mais plutôt suppliante, presque obséquieuse. Il s'est excusé pour ce qui s'était passé, a dit qu'il ne voulait pas détruire ma famille, que c'était juste arrivé par hasard, que Brigitte avait pris l'initiative et qu'il n'avait pas résisté, que maintenant il avait perdu sa femme, sa fille, le respect de ses collègues, que le directeur de l'entreprise lui avait déjà fait comprendre qu'il serait licencié. Éric me demandait de supprimer la vidéo de la diffusion, de retirer le message, peut-être d'écrire un démenti disant que c'était une erreur, une blague, quelque chose comme ça. Il était prêt à payer, à mentionner une somme de 6 000 €. J'écoutais et n'en croyais pas mes oreilles. Cet homme qui avait couché avec ma femme dans une chambre d'hôtel avec son complice me demandait maintenant de sauver sa réputation contre de l'argent. Il jouait la victime des circonstances, rejetait la faute sur Brigitte. J'ai demandé s'il me prenait pour un idiot. Éric a hésité, a commencé à bafouiller qu'il comprenait ma douleur, mais que la vengeance ne menait à rien de bon. Je l'ai interrompu. J'ai dit que la vengeance avait déjà permis à tout le monde de connaître la vérité, que sa femme savait maintenant qui il était, que ses collègues le savaient, que sa fille saurait tôt ou tard quel genre de père elle avait, et qu'aucune somme d'argent ne me ferait changer ça. Éric a essayé de protester, mais j'ai simplement raccroché, bloqué son numéro. Je n'avais pas besoin de ses excuses ou de son argent. J'avais besoin de justice, et je l'avais obtenue. Le 18 janvier, j'ai reçu un message de Mélissa, la femme d'Éric. Elle me remerciait pour ma fermeté. Elle écrivait qu'Éric avait essayé de faire pression sur elle pour qu'elle me convainque de supprimer la vidéo. Mélissa avait refusé. Elle lui avait dit qu'il était seul responsable de tout et devait assumer. Leur divorce s'était passé rapidement. Éric avait accepté toutes les conditions, pourvu que le processus ne traîne pas. Mélissa avait obtenu la moitié de l'appartement, la voiture et une pension alimentaire pour sa fille. Elle écrivait qu'elle commençait une nouvelle vie. Elle avait trouvé un emploi bien rémunéré. Sa fille se remettait petit à petit. La fillette en voulait à son père, mais une psychologue l'aidait à surmonter ça. Mélissa m'a remercié à nouveau et m'a souhaité bonne chance pour mon procès. J'ai répondu que j'étais content pour elle et qu'elle avait bien fait de ne pas couvrir son mari. Le 19, l'agent de quartier a appelé, m'a informé qu'ils avaient eu une conversation avec Yanis au sujet des menaces. Celui-ci avait tout nié, avait dit qu'il s'était simplement exprimé avec émotion, mais n'avait pas menacé. L'agent lui avait adressé un avertissement officiel. Si Yanis essayait encore de me contacter avec des menaces, ce serait une affaire administrative. Je l'ai remercié. Le soir du même jour, Brigitte est venue chercher Axel. J'avais convenu qu'elle l'emmènerait samedi et dimanche, qu'elle l'amènerait chez mes parents au village. Ils passeraient du temps ensemble là-bas. Maman et papa veilleraient à ce que tout se passe bien. Brigitte avait une mine terrible, amaigrie, avec des cernes sous les yeux, les cheveux négligés. Elle ne me regardait pas dans les yeux, seulement son fils.
Axel s'est précipité vers elle, l'a serrée dans ses bras. Elle l'a pressée contre elle, a éclaté en sanglots. Je restais à l'écart et observais. J'avais de la peine pour le garçon, pris entre deux parents détruits. Brigitte a emmené notre fils. Je suis resté seul dans l'appartement. J'ai fait le tour des pièces, préparé du thé, me suis assis près de la fenêtre et pensé à la suite. Le procès dans 2 semaines, puis le divorce, la séparation officielle de nos vies. Et après, continuer à vivre, élever mon fils, travailler, peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau un jour, ou peut-être pas. Peu importait pour l'instant. Ce qui comptait, c'est que j'avais tout fait correctement. Je n'étais pas resté silencieux. Je n'avais pas pardonné. Je n'avais pas supporté. J'avais défendu ma dignité, mon droit à une vie honnête. J'avais montré l'exemple à mon fils. La trahison ne se pardonne pas. Il faut répondre de ses actes. La vengeance avait été cruelle, mais elle avait été juste, et je ne regrettais rien. Le 1er février, le jour de l'audience judiciaire, était gris et venteux. Je me suis levé à 6 heures du matin, même si le tribunal était prévu seulement pour 10 heures. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais tourné toute la nuit, repassant dans ma tête les scénarios possibles. L'avocat disait que notre affaire était gagnante, mais l'anxiété ne me quittait pas. Axel était chez mes parents, je l'y avais déposé la veille. Je ne voulais pas que mon fils assiste à cette audience. L'enfant souffrait déjà assez. Je suis arrivé au palais de justice une demi-heure avant le début. Maître Hervé m'attendait déjà dans le couloir avec son dossier de documents. Nous avons revu les points clés, la garde, les biens, la pension alimentaire. L'avocat était calme et posé. J'essayais de m'imprégner de son assurance, mais mes mains transpiraient, mon cœur battait fort. Brigitte est apparue 10 minutes avant le début. Elle était accompagnée de son avocat, un jeune homme d'une 30aine d'années au regard perçant. Brigitte avait l'air un peu mieux que la dernière fois. Cheveux coiffés, maquillage soigné. Mais les yeux étaient quand même rouges, comme si elle avait pleuré ce matin. En me voyant, elle a détourné le regard. Nous avons été appelés dans la salle. La juge, une femme d'une 50aine d'années au visage fatigué, a demandé à tout le monde de s'asseoir. L'audience a commencé. D'abord, la demande initiale a été lue, puis la demande reconventionnelle. Maître Hervé a commencé à exposer notre position, parlant clairement, sans émotion, s'appuyant sur les faits. Il a fourni au tribunal des copies imprimées des enregistrements vidéo avec indication de l'heure et du lieu, des captures d'écran des messages, le témoignage de l'agent de sécurité de l'hôtel. Il s'avère que l'avocat avait obtenu de lui un témoignage écrit à l'avance. Tout était documenté et confirmé. L'avocat de Brigitte a essayé de protester, affirmant que les enregistrements vidéo avaient été obtenus illégalement, que c'était une violation de la vie privée. La juge a examiné attentivement les documents, puis a répondu que les enregistrements avaient été faits dans un lieu public, un hôtel où des caméras de surveillance étaient installées. Le personnel les avait transmis volontairement. Il n'y avait pas de violation de la loi. Puis la parole a été donnée à Brigitte. Elle s'est levée, la voix tremblante. Elle a commencé à parler du fait que j'avais été distant avec elle ces dernières années, que je travaillais trop, ne lui accordais pas d'attention, qu'elle se sentait seule et pas aimée, que l'infidélité avait été une erreur, une impulsion qu'elle regrettait, qu'elle voulait préserver sa relation avec son fils, ne pas le priver de sa mère. La juge l'a écoutée, puis a demandé si elle reconnaissait le fait de l'adultère. Brigitte a hoché la tête, a répondu doucement que oui. La juge a demandé combien de fois c'était arrivé. Brigitte a hésité, puis a avoué environ 10 fois depuis l'automne. La juge a hoché la tête, a noté. Puis la parole m'a été donnée. Je me suis levé, serrant les poings sous la table. J'ai parlé du fait que pendant 10 ans j'avais construit une famille, travaillé pour subvenir aux besoins de ma femme et de mon fils. Je n'avais jamais trompé, jamais menti, jamais trahi. En apprenant son infidélité, j'avais essayé de comprendre la situation, rassembler des preuves. J'avais demandé le divorce parce que je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un qui m'avait ainsi trahi. Je voulais que mon fils grandisse dans une atmosphère honnête, sans mensonge. La juge écoutait attentivement, a demandé si j'étais prêt à autoriser Brigitte à voir l'enfant. J'ai répondu que oui, mais sous contrôle. Je voulais que les rencontres se déroulent en présence de témoins ou chez mes parents. Je ne lui faisais pas entièrement confiance. L'avocat de Brigitte a essayé de contester cela,
affirmant que j'essayais d'isoler l'enfant de sa mère, que c'était cruel. Maître Hervé a répliqué, a cité des statistiques selon lesquelles les enfants dont les parents mènent une vie immorale souffrent souvent psychologiquement, qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de limiter le contact jusqu'à normalisation de la situation. La juge a annoncé une pause d'1 heure. Nous sommes sortis dans le couloir. J'ai fumé à la sortie, les mains tremblantes. Maître Hervé s'est approché de moi, a posé sa main sur mon épaule, a dit que tout se passait bien. La juge était clairement de notre côté. Il ne restait plus qu'à attendre la décision. 1 heure plus tard, nous avons été rappelés. La juge a rendu sa décision. Le mariage était dissous. La garde de l'enfant me revenait. Avec le droit pour la mère à des visites hebdomadaires sous le contrôle de tierces personnes pour une durée de 6 mois avec réexamen ultérieur, l'appartement restait à moi en tant que bien prénuptial. La maison de campagne devait être partagée. Je devais verser à Brigitte 6 000 €, la moitié de sa valeur marchande, dans un délai de 3 mois. La pension alimentaire pour l'entretien de l'ex-épouse n'était pas accordée. J'ai expiré. Tout était fini. Brigitte s'est couvert le visage avec les mains. Ses épaules tremblaient. Son avocat lui disait quelque chose, mais elle n'écoutait pas. Je me suis levé, je suis sorti de la salle. Je ne voulais pas voir ses larmes. Il n'y avait pas de pitié, seulement du soulagement. Dehors, je suis monté dans ma voiture et suis resté assis 10 minutes. Puis j'ai appelé mes parents, leur ai annoncé la décision du tribunal. Ma mère a pleuré de joie. Mon père a dit que j'avais bien fait, que j'avais tout fait correctement. Il m'a demandé de venir chercher Axel demain. Le soir, j'étais seul à la maison. J'ai allumé la télévision, mais ne regardais pas. Je pensais à ce qui s'était passé le mois dernier, comment ma vie s'était effondrée et comment je la reconstruisais morceau par morceau. Comment je m'étais vengé de ceux qui m'avaient trahi, comment je m'étais battu pour mon fils et ma dignité. La vengeance n'était pas aussi douce que je le pensais. Il n'y avait pas de triomphe ou de satisfaction, seulement du vide et de la fatigue. Mais je ne regrettais pas. Ils devaient répondre de leurs actes, et ils avaient répondu. Le lendemain, j'ai reçu un message d'Eva, la femme de Yanis. Elle écrivait qu'elle avait divorcé de son mari, qu'elle avait pris les enfants et était partie chez ses parents dans une autre ville. Yanis avait essayé de la faire revenir, mais elle n'avait pas pardonné. Elle me remerciait pour la vérité et me souhaitait le bonheur. Le lendemain encore, un collègue de l'usine m'a appelé, m'a raconté qu'il avait entendu la nouvelle. Eric avait été licencié de l'entreprise où travaillait Brigitte. Le scandale de la vidéo était remonté jusqu'à la direction de l'entreprise partenaire et ils avaient exigé qu'il soit retiré de son poste. Yanis avait aussi été licencié pour la même raison. Brigitte avait été gardée, mais transférée à un poste inférieur avec un salaire réduit. J'ai écouté et raccroché. Leur carrière détruite, famille dispersée, réputation anéantie. La vengeance s'était pleinement accomplie. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas de triomphe, seulement un poids. J'avais détruit la vie de plusieurs personnes. Oui, ils le méritaient. Oui, c'était leur faute. Mais les enfants d'Eric, de Yanis, mon propre Axel, ils n'étaient coupables de rien. Et maintenant, ils grandissaient dans des familles brisées avec des parents traumatisés. J'étais assis dans la cuisine avec une tasse de thé refroidi et je pensais à ça. La vengeance en valait-elle la peine? Oui. Avais-je obtenu justice? Oui. Me sentais-je mieux? Non. Le 3 février, j'ai récupéré Axel chez mes parents. Le garçon m'a serré fort dans ses bras, a demandé si tout allait bien maintenant. J'ai répondu que oui, que nous allions vivre ensemble maintenant et que tout s'arrangerait. Il a hoché la tête, mais dans ses yeux il y avait de la tristesse. Sa maman lui manquait. Le soir, j'ai appelé Brigitte, lui ai dit que demain samedi, elle pourrait emmener Axel pour la journée, l'emmener au parc, au cinéma, où elle voudrait, mais le ramener le soir. Brigitte a remercié à travers ses larmes, a promis qu'elle serait une bonne mère, qu'elle changerait. Je ne savais pas si je devais la croire, mais Axel méritait d'avoir ses 2 parents, même si nous n'étions plus ensemble. Le lendemain, Brigitte est venue chercher notre fils. Ils sont partis ensemble, main dans la main. Je les ai regardés partir de la fenêtre. Le garçon s'est retourné, m'a fait signe. J'ai fait signe en retour. Puis je me suis assis à la table et j'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai supprimé tous les enregistrements vidéo, toutes les captures d'écran des messages, tout ce qui rappelait cette nuit. Ça n'existait plus.
La vengeance était terminée. L'épreuve n'était plus nécessaire. Je me suis renversé sur le dossier de la chaise et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis 1 mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Pas le bonheur, pas la joie, simplement la paix. 6 mois ont passé. Juillet m'a accueilli avec un soleil brûlant et la poussière de l'usine. Je travaillais toujours comme mécanicien, rentrais toujours fatigué à la maison, mais maintenant, Axel m'attendait. Mon fils s'était habitué à la nouvelle vie, voyait sa mère chaque samedi, restait parfois chez elle le week-end. Brigitte avait vraiment changé, avait trouvé un nouvel emploi, consultait un psychologue, ne mentait plus. Nous communiquions sèchement, en affaires, mais sans colère. Elle était mon ex-femme, la mère de mon enfant, ni plus, ni moins. Mélissa, la femme d'Éric, m'avait envoyé une carte au printemps. Elle écrivait qu'elle avait trouvé un bon travail, acheté un appartement. Sa fille avait terminé l'école avec mention, entrée à l'université. Éric essayait de rétablir sa relation avec sa fille, mais la jeune fille n'était pas encore prête. Mélissa me remercia à nouveau de lui avoir ouvert les yeux, me souhaitait le bonheur. Eva, la femme de Yanis, n'avait plus pris contact. Je ne sais pas comment sa vie a tourné, j'espère que bien. Éric et Yanis ont disparu de ma vie. J'ai entendu dire qu'Éric était parti dans une autre ville, y avait trouvé du travail. Yanis avait sombré dans l'alcool, mais s'était ensuite ressaisi, avait trouvé du travail à l'usine. Leur famille s'était définitivement dispersée, leur réputation détruite. Ils avaient payé pour leurs actes. Et moi, j'avais appris à continuer à vivre, appris à être un père célibataire, appris à cuisiner, à faire la lessive, à aider aux devoirs. Appris à ne pas penser au passé à chaque minute. Parfois, la nuit, quand Axel dort, je m'assieds dans la cuisine avec une tasse de thé et je pense. Aurais-je pu agir différemment? Pardonner à Brigitte? Essayer de sauver la famille? Ne pas me venger des amants? Ne pas détruire leur vie? Probablement oui, mais alors j'aurais trahi mes propres valeurs, ma dignité, mes principes. Je ne suis pas de ceux qui pardonnent mes trahisons, pas de ceux qui avalent les offenses en silence. La vengeance a été cruelle, mais elle a été juste. Ils ont détruit ma famille, et j'ai détruit leur vie, œil pour œil. Est-ce que je regrette parfois, quand je vois la tristesse dans les yeux d'Axel, quand je l'entends demander pourquoi maman et moi ne sommes plus ensemble? Alors je regrette, mais pas la vengeance. Je regrette que ça se soit passé ainsi, que Brigitte ait fait ce choix. Aurais-je fait autrement? Probablement que je n'aurais pas envoyé la vidéo aux collègues. L'humiliation publique était de trop. Le divorce et la révélation aux épouses auraient suffi. Mais à ce moment-là, j'étais aveuglé par la rage. Je voulais que tout le monde sache, qu'ils ne puissent pas simplement continuer leur vie. Maintenant, je comprends que la vengeance n'apporte pas le bonheur. Elle n'apporte que le vide. Mais la justice est plus importante que le bonheur, et j'ai obtenu justice. Je regarde Axel endormi dans la pièce voisine. Le garçon grandit, honnête, gentil, ouvert. Il a vu comment son père s'est battu pour la vérité, comment il n'a pas toléré le mensonge et la trahison. J'espère que cela lui apprendra à être fort, à protéger sa dignité, à ne pas pardonner ce qui ne peut être pardonné. La vie continue. J'ai mon fils, j'ai mon travail, j'ai mes parents. Un jour, peut-être, je rencontrerai quelqu'un de nouveau, une femme qui ne trahira pas, en qui on peut avoir confiance. Ou peut-être pas. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que je suis honnête envers moi-même, et ça vaut plus que tout. Je lève ma tasse, regarde le ciel qui s'éclaircit derrière la fenêtre. Un nouveau jour, une nouvelle vie. Sans Brigitte, sans cette douleur, sans cette rage. La vengeance pour l'infidélité s'est avérée cruelle, mais elle était nécessaire, et j'ai fait ce que je devais faire.